Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour parler de investment banking. Donc voilà, je vais vous dire c'est quoi investment banking, qu'est-ce qu'on y fait, et ça ressemble à quoi un peu le style de vie, c'est quoi les salaires, c'est quoi les perspectives d'emploi quand vous finissez, c'est quoi le processus de recrutement. Donc je vais vous dire tout ce que je sais sur ce domaine-là. Donc en bref, investment banking c'est quoi? C'est vraiment typiquement un département d'une banque, une banque normale en fait, qui fait du conseil financier. Donc ces gens-là là-bas, leur travail c'est vraiment faciliter les transactions financières complexes. Ouais, ils travaillent sur des deals de, par exemple M&A, Mergers and Acquisition, en français fusion et acquisition. Disons que compagnie A veut acquérir compagnie B. Pour que ça se fasse, en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup d'analyses financières. Et très souvent, les compagnies n'ont juste pas les ressources de le faire à l'interne. Donc, ce qu'elles font, elles vont voir les investment bankers, comme on les appelle, pour qu'ils les aident, en fait, à effectuer, à faire en sorte que l'achat, l'acquisition, là, ça se passe bien, que tout soit en ordre, que la transaction s'effectue en fait. Investment banking aussi, c'est tout ce qui a trait à émission d'actions, émission d'obligations, donc émission de dettes, dette publique, donc on appelle ça obligation en français. En anglais on appelle ça bonds, donc tout ce qui est émission et d'actions, IPO, tout ça en fait c'est investment banking. Donc comme je l'ai dit tantôt, typiquement c'est une division d'une banque, mais ça peut être une division d'une toute institut financière. Par exemple les Big Four, PwC, EY, Deloitte, KPMG, ils ont tous je pense qu'ils ont tous, ouais, ils ont tous des départements de conseil. En fait, ils appellent ça conseil financier, ils n'appellent pas ça investment banking, mais c'est la même chose que investment banking, en fait, qu'ils font là-bas. La dernière chose que je voulais ajouter par rapport à ça, vous avez investment banking, qui est typiquement un département dans une banque, comme je l'ai dit précédemment, ou dans une autre, toute autre institut financière. Et vous avez les banques d'investissement. Leur fonction principale, c'est de faire de l'investment banking. Tandis que vous avez les banques traditionnelles, les banques auxquelles vous pensez là, qui ont maintenant une division de investment banking. Ça peut mener à confusion, mais c'est bien quand même de faire la différence. Les deux font essentiellement la même chose, mais c'est surtout dans le sens que il y a une qui est vraiment une banque en fait. Puis c'est ça qu'elle fait, c'est ses opérations principales, ses fonctions principales, tandis que l'autre c'est vraiment une division d'une institution financière, tout simplement. Donc, investment banking c'est l'un des domaines les plus prestigieux en finance. Je pense à cause de la paye, parce que les investment bankers ils sont bien payés. Vous voyez un jeune de 23 ans qui a fini l'école, qui commence en tant qu'analyste, en investment banking peut se taper facilement 100 000 $ à l'année. C'est beaucoup pour quelqu'un qui vient juste de finir l'école. Fait vous faites beaucoup d'argent rapidement et vous apprenez beaucoup aussi. Vous travaillez sur des transactions complexes, ça passe dans les nouvelles. Enfin, vous voyez que votre compagnie a facilité la transaction de telle et telle compagnie. Fait, des fois, si vous lisez une nouvelle financière, là, vous allez voir, oh, il y a telle compagnie qui devient publique. Il y a telle compagnie qui achète telle compagnie, blablabla. Bla, bla. Comme récemment, je lisais, je pense que c'est Airbnb qui devient public. Donc, justement, Airbnb devient public et ils vont aller voir une banque d'investissement, ils vont aller voir le département de investment banking dans une banque, faciliter cette transaction-là parce que c'est une transaction financière, le fait de passer de privé à devenir public parce que vous allez émettre vos actions à la bourse. Donc voilà, vous voyez ça aux nouvelles, vous travaillez avec des gens intelligents, les portes vous sont beaucoup ouvertes en fait quand vous faites investment banking. C'est l'un des domaines les plus prestigieux, mais ça vient avec un coût. Comme je l'ai dit, il faut travailler super fort. Par exemple, un analyste qui fait 100 000 $ à l'année, vous faites pas ça avec un job normal avec un horaire normal de 9 à 5. Oubliez ça. Si vous partez en investment banking, vous êtes prêt à travailler minimum 80 heures semaine. Ça peut varier entre 80 heures à 100 heures semaine. En fait, donc ça veut dire que vous allez travailler les week-ends. C'est pas facile. Vous faites beaucoup de sacrifices, vous mettez votre vie sociale en parenthèse. Fait que, oui, c'est un domaine prestigieux. Oui, les perspectives après ça sont bonnes, sont même excellentes. Mais il y a un sacrifice qui vient avec et on va revenir dessus plus tard, anyway. Donc bref, on va commencer par le début. C'est quel genre de diplôme qui te permet de devenir investment banker? Il faut typiquement un diplôme en finance, que ce soit un baccalauréat,
une maîtrise ou un MBA. J'ai fait une vidéo pour parler de la différence entre un MBA et une maîtrise, donc je vais pas revenir dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo là, je vais mettre les liens en commentaire. Mais bref, tout diplôme en finance peut vous permettre de travailler en investment banking. Sauf par exemple le doctorat. Je pense que le doctorat va vous causer plus de problèmes même. Si vous savez dès la base que vous voulez faire investment banking, ça sert à rien d'aller jusqu'au doctorat. En tout cas, c'est pas commun. Il n'y a rien d'impossible dans la vie, mais c'est pas commun d'engager des gens qui ont un doctorat en finance. C'est juste, enfin, j'en vois pas. Déjà que si vous arrivez jusqu'au doctorat, vous êtes vieux dans le monde de investment banking. Donc, ils vont toujours privilégier engager des gens avec un bac ou un MBA, une maîtrise. Donc, typiquement, c'est ça, il faut un diplôme en finance. Le processus de recrutement, comment ça fonctionne? Le recrutement commence dès l'université dans le sens où il vous faut obligatoirement faire des stages en investment banking pour pouvoir même travailler en investment banking en fait. Je vais dire IB parce que investment banking c'est trop long. Ah, depuis là je me répète, je dis ça c'est trop long. Donc quand je dis IB, c'est investment banking. Donc bref, je disais que il faut que vous fassiez des stages pour augmenter vos chances de travailler en IB. Vous pouvez toujours travailler en IB quand vous finissez vos études et que vous n'avez effectué aucun stage en faisant du networking, mais il va falloir être agressif. Mais vous pensez qu'à choisir entre quelqu'un qui a effectué des stages et quelqu'un qui n'en a pas effectué, le choix est vite fait. Donc, c'est super important en fait. Il y a même pas, faut pas penser que c'est une option. Il faut que vous fassiez des stages en IB. Quand vous faites un stage dans une compagnie, fait en IB, puis la compagnie là vous aime vraiment et veut vous retenir, vous avez une offre de retour en fait. Donc ils vont faire une offre pour un emploi permanent au sein de leur équipe de IB. Donc typiquement ça se passe comme ça. Comme je l'ai dit ici, c'est plus l'expérience qui compte. Les notes, oui ça compte jusqu'à un certain degré, mais c'est plus qu'est-ce que vous avez fait. Donc c'est sûr que si vous vous êtes impliqué, vous avez fait des stages, les notes, c'est compréhensible que vous ne soyez pas au top du top côté notes. Il faut que les notes soient bonnes, ok, faut pas que ce soit médiocre, mais il faut que les implications suivent pour pouvoir expliquer pourquoi vous n'avez pas 4 points de GPA, 4 de GPA, par exemple. 4 sur 4,33 de GPA, par exemple. Donc je dirais oui, et maximiser sur les notes, maximiser sur les implications à l'école, maximiser sur les compétitions financières, tout ce que vous pouvez faire pour vous démarquer, tout ça en fait ça va compter vraiment dans le processus de recrutement pour travailler en IB. Donc ça commence dès l'université. Donc disons que vous avez effectué un stage dans une compagnie, ils vous ont aimé, ils vous ont fait une offre de retour, vous acceptez. Typiquement quand vous sortez de l'université avec un bac ou une maîtrise, vous commencez en tant qu'analyste. Quand vous finissez l'université, vous sortez avec un MBA, vous commencez en tant qu'associate. Et je vais revenir dessus. Vous avez ce qu'on appelle des target schools, des target universities, whatever. Donc, les target universities, c'est vraiment là où les gens en investment banking vont recruter, typiquement. Ou souvent, ces universités-là comme une sorte de partnership ou partenariat avec les banques pour placer leurs étudiants, en fait. Donc, franchement, je dirais que si c'est ce que vous voulez faire, c'est essayer d'aller à l'université dans ces target schools, ces target universities. Ici au Canada, enfin, ici au Québec et en Ontario, typiquement, je dirais, en Ontario, Ivy Business School, excellent. Au Québec, McGill, vous avez HEC, vous avez Concordia aussi. Je dis pas que si vous ne partez pas dans ces écoles-là, vous n'avez aucune chance d'aller à investment banking, j'ai pas dit ça. Mais ça va vous faciliter la vie. Parlons des titres et de la hiérarchie en IB. Donc typiquement, comme je l'ai dit tantôt, si vous finissez avec un bac ou une maîtrise, vous commencez en tant qu'analyste. Et vous allez peut-être travailler 2-3 ans pour avoir la promotion, pour passer à associate. Et en tant qu'associate, 2-3 ans aussi, quelque chose comme ça. Et vous passez à VP, Vice President. Et de Vice President, je sais pas trop ça prend combien de temps, pour passer à Director. Le plus que vous avancez en fait dans la hiérarchie, le plus que on va vous demander de ramener des clients, de ramener des deals. C'est normal en fait, parce que sans deal, sans client, comment est-ce que vous travaillez sur des transactions en fait? Les clients là sont pas juste là pour oser. Il y a la compétition est intense. Les banques courent après les mêmes deals. Comme je l'ai mentionné tantôt,
Airbnb qui devient public là, qu'est-ce que vous pensez? Il y a beaucoup de banques qui vont leur faire la cour. Donc, il faut que vous soyez out there, you know, pour ramener des deals à la banque, plus que vous avancez dans dans la hiérarchie, ce qui est tout à fait normal. Par exemple, disons que vous avez fait, vous étiez dans un domaine, genre vous étiez expert comptable, whatever, et que vous voulez faire IB. Donc, typiquement, vous allez retourner à l'école, faire un MBA et essayer de percer dans le domaine, mais vous allez commencer au niveau de associé parce que vous détenez un MBA, tout simplement. Donc, c'est comme ça fonctionne. Les analystes, ils font plus d'analyse financière, en fait. Plus que vous montez dans la hiérarchie, moins que vous passez votre temps à travailler sur Excel, PowerPoint, faire travailler sur les choses très techniques. C'est plus orienté vers le sales, plus orienté vers voilà, sortir, manger avec les gens, je sais pas, aller golfer, ramener des clients à la banque. Donc, plus que vous avancez, plus que c'est comme ça. Alors, les salaires vraiment diffèrent, encore une fois, d'une compagnie à l'autre. Une grosse banque qui travaille sur des deals larges, qui travaille sur des transactions compliquées, va évidemment payer plus ses analystes, ses associés, va payer plus ses employés. Une petite institution financière, une boutique, par exemple, il y a des compagnies qui travaillent sur des transactions plus petites, dont on les appelle des boutiques. Par exemple, une boutique va probablement payer moins qu'une grosse banque qui travaille sur des transactions larges. Comme j'ai mentionné aussi, les Big Four ont des départements de conseil financier. Typiquement aussi, on m'a dit que les Big Four payent moins que les banques. Et travaillent aussi sur des transactions moins énormes. Donc bref, ça dépend, mais typiquement, quand vous commencez en tant qu'analyste, votre salaire, c'est entre 85 000 et 95 000 $. Avant taxe. Ok, tous les salaires que je vais vous donner là, c'est avant taxe, c'est pas après taxe. Donc, avant taxe, c'est ça. Et justement, la raison pour laquelle les gens en IB sont aussi bien payés, c'est à cause de leur bonus. Le bonus peut aller à 100% en fait de votre salaire de base. Donc ça veut dire que le salaire de base, vous avez 85 000. Votre bonus peut monter à 85 000 aussi. Et 85 000 plus 85 000, facilement, bêtement comme ça en fin d'année, vous vous retrouvez avec 170 000 $. C'est énorme. Maintenant, j'ai parlé à un pote qui est en IB justement pour confirmer les informations que j'avais déjà, pour pas venir raconter du n'importe quoi ici. Il m'a dit que typiquement ce qui arrive, pour avoir votre bonus, votre full bonus, il faut que vous ayez fait une année complète. Donc, ça veut dire que si vous commencez en moitié d'année, par exemple, vous commencez en juillet, typiquement, les recrutements se font pendant l'été, autour de juillet, donc vous allez commencer vers juillet. Ils vont vous donner une partie du bonus, en fait. Donc, c'est vraiment au prorata. Donc, ça veut dire que ça dépend de quand vous commencez dans l'année. Donc, typiquement, votre première année, vous n'allez pas obtenir votre bonus complet. Mais l'année qui suit, oui, le bonus complet va tomber. En première année, en général, les gens n'obtiennent pas leur bonus full, leur bonus au complet. Mais même ça, c'est pas grave. Ça veut dire que la première année, facilement dans Canalys, vous tapez le 100 000 $. Il y a même pas de débat là-dessus. Au niveau d'associé, ce que je me suis fait dire, le salaire de base, ça varie entre 100 000 et 120 000. Bon, ce que je me suis fait dire. Le bonus, ça dépasse le 100% du salaire de base, en fait. Ça parle de 100 à 150%. Donc, ça, facilement, vous êtes rentré dans les 200 000 en allant 200 000, 250 000 en allant par année. Quand vous êtes au niveau d'associé. Maintenant, je vais pas vous mentir, au niveau de VP et MD, je sais pas. J'ai aucune idée. Enfin, j'ai lu quelque part des approximations. VP qui fait 500 000 $ l'année. Puis, au niveau de MD, vous pouvez même aller dans les 1 million. Enfin, il n'y a pas de limite, quoi. Tant et aussi longtemps que vous ramenez des deals, que vous touchez des pourcentages sur les frais que ces compagnies-là vont vous payer, en fait, pour travailler, pour faciliter les transactions financières, là. Enfin, il n'y a pas de limite sur ce que vous pouvez gagner, en fait. Le salaire de base, il y a une limite, mais c'est les commissions vraiment qui font que le salaire, il explose. Donc, je sais pas vraiment ces gens-là, VP, MD, là, à ce niveau-là, je sais pas, ils sont payés combien. Mais je vous ai mis des liens en commentaire. Vous pouvez aller consulter ces liens-là pour avoir une idée. Vous pouvez aussi aller chercher sur Internet pour avoir une idée. Parlons des perspectives d'emploi quand vous travaillez en IB. Les perspectives sont juste énormes. Elles sont énormes. Les gens disent que pratiquement après IB, vous pouvez faire tout. Vous pouvez devenir entrepreneur, vous pouvez aller travailler dans un hedge fund, vous pouvez revenir en corporate banking. En général, ce qui se passe, les gens, quand ils ont travaillé aussi intensément, là, ils veulent travailler moins de... Donc, il y a beaucoup de gens que vous allez voir en corporate banking. Vous allez voir des gens en corporate development.
Vous allez voir des gens aussi, typiquement, qui vont retourner faire leur MBA pour se rediriger dans un autre domaine. Il y en a qui vont devenir des salespeople pour une compagnie, typiquement peut-être une compagnie technologique. Il y en a, comme j'ai dit tantôt, qui vont devenir entrepreneurs, qui vont ouvrir leur propre affaire. Donc ça dépend vraiment. Franchement, et c'est pour ça aussi l'une des raisons pour laquelle c'est aussi prestigieux, parce que si vous avez investment banking sur votre CV, franchement, c'est un truc de dingue. Le respect qui vient avec, les opportunités qui viennent avec, c'est juste immense en fait. Donc je dirais les perspectives d'emploi sont vastes, sont vraiment vastes. Je ne pense pas que c'est vrai que après IB, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je ne pense pas que ce soit vrai. Bon, c'est difficile pour moi d'imaginer un ancien banker devenir un trader. J'essaie de comprendre comment en fait, c'est pas la même chose. Comment les connaissances que tu as acquis en tant que banker vont facilement se transitionner au trading, parce que c'est pas la même chose que vous faites. Le trader, il est assis devant son écran d'ordi, il est en train de voir comment les stocks évoluent, alors que quand toi tu es un banker, tu travailles sur des transactions financières, c'est pas du tout le même game en fait. Donc pour moi c'est difficile de voir un banker devenir trader. C'est pour ça que je dis, pour quand on dit que après investment banking, sky's the limit, I don't know about that, I'm not sure. Mais en tout cas ce qui est sûr, les opportunités sont là. Franchement, il y a beaucoup d'opportunités. C'est quoi la personnalité qu'il faut pour faire investment banking? Comme je l'ai dit tantôt, il faut que ça prenne des gens qui sont prêts à travailler fort. Parce que vous allez travailler fort. Malheureusement, il y en a qui sous-estiment vraiment la charge de faire les heures de travail. Ils sous-estiment ça. Écoutez, mettre 80 heures à 100 heures semaine dans un boulot, c'est beaucoup. Ça veut dire que votre vie sociale est en parenthèse. Si franchement vous avez un partenaire, et ça vaut la peine de vous asseoir pour parler à cette personne, pour lui dire, écoute, moi je commence ma carrière, je vais travailler fort, il faut que tu sois vraiment compréhensif et patient. C'est une conversation que vous devez avoir avec la personne qui partage votre vie, avec vos amis, votre famille. Même vous entraînez au gym, il y a beaucoup de bankers qui prennent du poids. T'as pas le temps de t'entraîner, oublie ça. Si tu fais que c'était quelqu'un qui tu es beaucoup dans tout ce qui est fitness, ouf, ça va être dur pour toi. Fait qu'il faut être prêt déjà mentalement, faut être prêt à travailler fort, faut être prêt à fournir les efforts, ça c'est un. Deux, il faut que vous soyez à l'aise avec les gens. Quoi qu'on dise, si tu travailles en finance, voilà. Après, encore une fois, je vais prendre l'exemple des traders. T'as pas forcément, ton niveau d'interaction avec les gens est moindre par rapport à quelqu'un qui est dans mon boulot par exemple, ou que tu as vraiment tu interagis avec tes clients. T'as pas le choix, tu peux pas échapper. Et beaucoup de jobs en finance, en fait, c'est des jobs où que tu interagis avec les gens, donc il faut que tu sois bon avec les gens. Fait qu'il faut que tu sois à l'aise à dealer avec les gens. Ça prend quelqu'un qui est à l'aise, qui est social, en fait. Les gens qui travaillent en IB, c'est pas des génies. C'est pas les personnes les plus intelligentes au monde. C'est pas, voilà. Après l'intelligence, voilà, il y a l'intelligence sur papier, puis il y a l'intelligence sociale. Moi, je parle de l'intelligence sur papier. C'est pas des génies, les gens qui travaillent en IB. C'est des gens normaux, comme vous et moi. C'est des gens qui ont fait ce qu'il fallait. Donc, quand ils étaient à l'université, ils se sont impliqués, ils ont fait les compétitions d'analyse financière, whatever, ils ont obtenu des stages, et ils ont pu arriver en IB. Faut pas qu'on se mente aussi, il y en a, c'est les relations, c'est la famille. La famille a telle connexion, puis voilà, ça les a facilité la vie. Les bras longs là, c'est pas juste en Afrique, c'est partout. Partout. Si, voilà, vous êtes comme moi ici, vous arrivez au Canada, vous n'avez pas de connexion, il n'y a pas de bras long, il n'y a pas papa et maman qui va t'aider. Tu es obligé de passer par la voie normale, donc faire les stages, networker, où le networking est super important. Super important. Je sais pas que je ne l'ai pas mentionné, mais vous devez vous en douter. Un domaine comme ça, prestigieux, qui fait beaucoup d'argent, c'est sûr que le monde qui veut y avoir accès, c'est un truc de dingue. Donc, les amis, donc, le networking là, ce n'est pas quelque chose que vous allez y échapper. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment être à l'aise avec le monde. Il faut être à l'aise à parler avec les gens, interagir avec les gens, be out there, be talking to people. Aussi l'anglais. L'anglais, c'est super important. En finance, beaucoup de termes sont en anglais. En investment banking, vous allez travailler, surtout si vous travaillez pour une banque qui est internationale, vous allez devoir utiliser l'anglais. Vous ne pouvez pas aspirer à travailler en IB et vous ne parlez pas anglais. C'est impossible, oubliez ça. Il faut que votre niveau d'anglais là soit quand même bon. Peu importe que tu es au Québec, qui est français, whatever, il faut que tu puisses parler anglais, il faut que tu puisses te débrouiller. On te demande pas d'être à 100% fluent, parler comme un natif, mais il faut que tu puisses te débrouiller, que tu puisses travailler en anglais. Fait que l'anglais,
tu veux aller en IB, l'anglais c'est même pas une option en fait. Il faut que ton anglais soit bon. Et pour terminer, voilà, je pense que j'ai couvert pas mal de choses. J'ai couvert le processus de recrutement, enfin, le boulot en lui-même c'est quoi, ce qui se passe. Il y a beaucoup de ressources couvrant investment banking. Il y en a plein. Comme je l'ai dit, c'est un domaine pour faire, les gens recherchent beaucoup dessus. C'est un domaine sexy. C'est à l'université. Voilà, tout le monde parle de IB, tout le monde veut faire IB. Donc il y a plein de ressources. Moi personnellement, ce que j'aime, les ressources que j'aime, c'est Mergers and Acquisition. Le gars qui a créé le site en fait, il s'appelle Brian. Mais Brian en fait, lui, il parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. Il fait des interviews avec des bankers qui travaillent d'autres pays pour nous donner une perspective de comment ça se passe dans d'autres pays. Il a même couvert l'Afrique du Sud, il y a même le Canada, il y a l'Amérique latine. Il y a plein d'affaires, mais je dirais que oui, la plupart des blogs qu'il poste sur son site web, en fait, c'est vraiment pour les États-Unis. Donc même les salaires et tout, c'est vraiment les salaires aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir qu'au Canada, on nous paye moins qu'aux États-Unis. Donc voilà, faut pas trop vous fier aux approximations de salaire sur son site. Il a aussi un autre site, Break into Wall Street, qui vous montre en fait tout l'aspect technique que vous devez acquérir pour les entrevues par exemple. Franchement, j'adore ces deux sites-là, Mergers and Acquisition, Break into Wall Street. Voilà. Donc, super ressources pour tout ce qui est IB. Vous avez aussi de Sell Side Handbook. Donc ça, par contre, ça c'est canadien. Donc ça c'est très bon pour savoir ce qui se passe au Canada. Donc tout ce qui est Sell Side, donc tout ce qui est Corporate Banking, Commercial Banking, Investment Banking. C'est de très, ça, vraiment, ce site web là, je l'adore. C'est très canadien. Vous avez aussi des approximations salariales au Canada. Maintenant, il faut faire attention. Il faut regarder ça date de quelle année. Parce que si ça date des années 2000, là, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être plus vrai. Donc, il faut essayer de regarder aussi l'année à laquelle les blogs ont été postés. Mais en tout cas, de Sell Side Handbook, belle ressource. Wall Street Oasis, c'est un forum en fait où voilà, il y a beaucoup de gens en finance qui viennent poser des questions. Ça aussi, j'aime beaucoup ce site web là. Des fois quand j'ai rien à faire, je vais juste lire les bêtises des gens parce qu'ils postent aussi sur tout et n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de questions sur voilà, finance, ce qui se passe en finance, machin. Enfin, corporate banking, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Enfin, voilà, vous pouvez aller parler de tout et de n'importe quoi. Donc, je vous ai mis les liens en commentaire. Comme je vous l'ai dit, l'anglais c'est super important. Donc tous ces sites web là sont en anglais en fait. Moi, tout ce qui est en finance là, je me fatigue même pas à chercher en français parce que déjà il y a pas beaucoup de ressources en français comme je l'ai dit. Tout ce qui est finance, tout ce qui est relié à la finance, vous allez les ressources qu'il y a vraiment qui sont bonnes, qui sont up to date, c'est vraiment en anglais. Donc c'est pas mal ça pour aujourd'hui en ce qui concerne investment banking. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de contenu sur des domaines en finance, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et ben on se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut!